Le Delirium ludique, c'est le événement à ne pas manquer ici au Québec. Ça a lieu du 23 au 25 septembre. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Amérique du Nord, si vous vivez sur la planète Terre, je ne vois pas pourquoi vous voudriez manquer cet événement unique. Je suppose que la grande majorité d'entre vous ont déjà leur billet. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de cet événement. Si vous avez manqué votre chance cette année, mettez-vous une alerte pour l'année prochaine. Réservez votre billet immédiatement. Harcelez M. Jeff Savoie de messages pour qu'il réserve votre place pour l'année prochaine. C'est l'événement à ne pas manquer, le Delirium ludique. Cette année, c'est la 4e édition. Je vais être là. J'espère que vous viendrez me dire bonjour, que vous viendrez me serrer la main. Oh wow! Mais c'est de toute beauté cette nouvelle introduction! Je vous invite à nous laisser vos commentaires dans la section appropriée et de mon côté, en introduction de cette vidéo, j'en profite pour remercier chaleureusement JF Gauthier qui nous a offert cette nouvelle petite introduction, un revamping si on veut de notre intro. Un grand merci à toi, JF, c'est vraiment bien apprécié. Et à tous les autres qui nous écoutent, je vous dis « Hey! Salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP, format vidéo habituellement mensuel où on parle d'un paquet de choses, de mes expériences de jeu récentes, des statistiques en lien avec la chaîne, des retours sur des vidéos qui ont été déposées sur celle-ci, un suivi sur des informations que je vous avais peut-être lancées auparavant, toutes sortes d'informations, toutes plus croustillantes les unes que les autres. Alors, c'est pourquoi vous pourrez naviguer plus efficacement dans cette vidéo en utilisant la barre de défilement. Mais évidemment, de mon côté, j'ai une petite préférence pour que vous écoutiez la vidéo jusqu'à la fin, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, à condition, évidemment, que vous nous laissiez un pouce vers le haut immédiatement. Alors, comme vous avez peut-être pu le remarquer, au cours des derniers mois, oui, j'ai continué d'être actif sur la chaîne, de proposer du contenu, toutes sortes de vidéos, mais quoi de neuf, malheureusement, depuis le mois d'avril, j'ai été aussi surpris que vous lorsque j'ai remonté dans l'historique de la chaîne pour regarder et pour constater à quel moment datait mon dernier Quoi de neuf. Alors, il s'est passé plusieurs choses depuis le mois d'avril, j'ai été débordé, du côté de la chaîne surtout. Bref, je vous épargne les détails, mais disons que j'en avais beaucoup sur les épaules et lorsque venait le temps, au début du mois ou à la fin du mois plutôt, de faire un topo sur le mois qui venait de passer, je peux vous confier que parfois, j'en avais pas toujours envie, ou je n'avais pas l'énergie ou le temps pour faire ça. Alors, je m'en excuse grandement. J'espère que ce Quoi de neuf me rachètera. Alors, si vous me pardonnez, je vous invite à me l'écrire dans les commentaires. C'est pourquoi également, vous allez voir, surtout pour la section de mes expériences de jeux récentes, j'ai décidé de modifier ça un peu avec une formule qui, je crois, devrait vous intéresser. Alors, côté statistiques pour notre chaîne, pour l'École du jeu, j'ai les statistiques sous les yeux. Il faut dire que ça a été un mois où, côté production de vidéos, on a été moins actif qu'habituellement, comme bon, je viens de vous en parler un peu, avec nos 17 vidéos que Sylvain et moi vous avons proposées. Il faut dire également que dans les derniers mois, il y a la série de la ludothèque parfaite qui m'a drainé énormément d'énergie et qui faisait en sorte aussi que, au lieu de vous proposer 3 vidéos par semaine, comme ce fut le cas à une époque. Je vous en proposais seulement 2, parfois seulement qu'une, mais c'est une série
qui vous a plu, je crois. Alors, je pense que ça valait la peine. Donc, côté statistique du mois d'août ou du mois d'août, je ne sais jamais comment on le prononce. Laissez-moi dans les commentaires votre prononciation. Je ne sais pas si c'est différent entre Québec et l'Europe. Est-ce que vous dites le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août? Bref, laissez-moi ça dans les commentaires. Je ne sais même plus comment je le prononce habituellement, tellement je suis confus. Alors bref, côté statistique, pour le mois qui vient de se terminer, on va dire ça ainsi, Sylvain et moi, nous vous avons proposé 17 nouvelles vidéos. Et si on regarde la totalité des visionnements pour ce mois-ci, je vais utiliser tous les raccourcis possibles pour éviter de prononcer le nom de ce mois. Alors, si on regarde le nombre de visionnements total pour ce mois-ci, eh bien, on arrive à 92 000 visionnements. C'est quand même plutôt massif, considérant que rares sont les mois où on dépasse le seuil des 100 000 visionnements. Habituellement, ça arrive toujours autour des mois de novembre, décembre, janvier, les 3 mois dans cette période-ci, un peu avant Noël et un peu après Noël. Donc, de voir 92 000 visionnements dans ce mois-ci, c'est certain que même malgré le fait que notre nombre de vidéos était plus bas qu'habituellement, ça ne veut pas dire que notre contenu vous a moins intéressé pour autant. On accueille également près de 250 nouveaux abonnés, 247 pour être plus précis, qu'on accueille chaleureusement. À tous et à toutes, on souhaite une bienvenue dans cette belle aventure qu'est l'école du jeu, dont vous faites maintenant partie à votre façon. Et finalement, on peut regarder ensemble la vidéo la plus visionnée du mois. C'est laquelle, selon vous? C'est une vidéo qui a été déposée au tout début du mois. Et oui, il s'agit de la finale de la saison 1 de la série de la ludothèque parfaite, selon Ben. Alors Ben, des recettes ludiques, des voituriers ludiques, qui a accepté de passer beaucoup de temps avec moi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, ben, je crois que oui, là, mais c'est hilarant de voir à quel point on voit le paysage derrière Ben changer tout au long de la vidéo. On voit littéralement le soleil se coucher. Alors, vraiment, un très long épisode. Le plus long épisode de la saison 1 avec également, c'est près de 9000 visionnements. Je crois que ce fut un épisode qui vous a plu puisque Ben a une vision de la ludothèque parfaite qui est pour experts. Alors, si ça vous parle, vous irez jeter un coup d'œil à cette vidéo que je vous encourage quand même d'écouter en étalant votre visionnement sur peut-être 2 ou 3 soirées. Côté expérience de jeu mensuelle, habituellement dans ce format, je fais un retour sur les jeux auxquels j'ai joué dans le mois qui vient de se terminer. Mais là, je pourrais faire ça, sauf que puisque ça fait près de 4 mois qu'on ne s'est pas parlé comme ça, tête à tête, vous et moi, j'ai décidé de changer un peu la formule et d'y aller plutôt par catégorie. Donc, je vais tout simplement vous nommer quelques jeux qui se sont démarqués pour moi au cours des 3-4 derniers mois, des jeux dont je vous ai peut-être un peu parlé parce que j'ai fait une vidéo dédiée pour vous montrer soit les règles ou une session de jeu, mais dont vous avez entendu parler si vous nous suivez sur Patreon, notre page de sociofinancement, dont le lien apparaît, je crois, de ce côté de l'écran, parce que si vous nous suivez sur Patreon, vous avez le privilège d'être parmi ou d'avoir la possibilité de rejoindre notre groupe VIP sur Messenger où on parle de différents sujets de près ou de loin en lien avec les jeux de société. Et souvent, je vais donner donc mes avis à chaud après une partie sur ce groupe aux gens qui s'y trouvent. Alors, si ce n'est pas votre cas et que ça vous intéresse, ben, le lien se trouve juste ici. Donc, autrement dit, plusieurs jeux dont je n'ai pas directement parlé sur la chaîne et je vais y aller donc par catégorie. Et je commence par la catégorie des jeux d'affrontement. Pourquoi cette catégorie? Parce que c'est une catégorie de jeux qui ne me plaît pas beaucoup habituellement. C'est très difficile pour moi de nommer des jeux d'affrontement que j'aime. Des jeux d'affrontement, c'est dans ma définition de ce contexte du moins, un jeu où on peut jouer en
1 contre 1, mais il peut y avoir d'autres configurations, évidemment. Mais c'est un jeu vraiment où on doit se taper l'un sur l'autre, là, parce que si l'autre ne nous tape pas dessus, ou si moi je tape pas sur l'autre, ben lui, il n'hésitera pas à saisir la première occasion pour le faire. Donc, un jeu qui m'a surpris de ce côté, comme je le disais, parce qu'habituellement, je suis sceptique et il n'y a pas beaucoup de jeux de ce type que j'apprécie. Par exemple, Radland est un jeu d'affrontement, je n'ai pas beaucoup aimé. Dice Throne, je me fais lancer des tomates par Martin Lafrenière à chaque fois que je le dis, mais je n'ai pas apprécié particulièrement Dice Throne, c'est un autre jeu d'affrontement. Mais le jeu dont je vous parle, très rapidement, c'est Super Fantasy Brawl, auquel j'ai eu l'occasion de jouer avec mon bon ami Joe lors de ma dernière visite chez lui. Super Fantasy Brawl peut se jouer à plus de 2 joueurs, je crois, mais je pense que le cœur du jeu, c'est vraiment le duel, le face-à-face entre les 2 joueurs. C'est un jeu où on va créer notre propre équipe. En début de partie, on peut la faire de différentes façons. On peut drafter, on peut y aller au hasard, on peut choisir les héros, les créatures qui nous semblent les plus cool. On a donc, je crois, dans le jeu de base, je ne sais pas combien il y a de héros ou de créatures dans le jeu de base, mais il y a tellement d'extensions. D'ailleurs, Joe les avait toutes ou presque, je crois. Alors, ça fait une panoplie de choix parce qu'à chaque partie, on doit choisir 3 créatures. Et je crois que lorsqu'on s'y est adonné, lorsqu'on a joué, on avait pas loin de peut-être 16 ou peut-être même plus de créatures qu'on pouvait choisir. On devait en choisir 3 chacun. Et ces créatures vont bien évidemment avoir leurs particularités. On en a qui sont plus, qui ont moins de points de vie, mais qui vont être très très bonnes qui vont exceller pour les dommages à distance. Il y en a d'autres qui vont exceller pour la manipulation des déplacements des autres unités. Il y en a d'autres qui vont exceller pour le combat au corps à corps, d'autres qui vont avoir beaucoup de déplacements. Bref, chaque créature va avoir un deck de cartes différent également. On va mélanger les 3 decks de nos créatures ensemble. On va piocher des cartes. Et on va donc pouvoir jouer ces cartes pour se déplacer, pour essayer d'attaquer, pour essayer de contrôler des zones bien précises. Il y a des objectifs également qu'on va essayer de réaliser au début de chacun de nos tours, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est mon tour, je vais essayer de bousiller tes plans pour ne pas que tu réclames les objectifs pour lesquels tu t'es positionné lors de ton tour précédent. Alors oui, il y a beaucoup de tapes sur la gueule, il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de questions de timing, mais c'est un jeu qui va se jouer en environ 30 minutes. À moins de jouer avec moi, ça peut s'étendre jusqu'à 1 heure de jeu. Mais bon, j'ai été vraiment surpris par Super Fantasy Brawl. Une catégorie de jeux auxquels j'ai beaucoup joué dans les derniers mois, c'est la catégorie des roll, flip, build and write ou non. Bref, cette catégorie-là qui est rendue tellement éclatée qu'on ne sait plus comment la nommer. Bon, on pourrait dire roll and write, mais aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai. Et c'est l'exemple idéal, justement, des 2 jeux dont je vais vous parler dans cette catégorie, qui sont Guild of Merchant Explorers et Mille Fiori. Je commence par Mille Fiori parce que ça n'a rien d'un roll and write, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dés à rouler et il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas de crayon pour écrire. Alors, en fait, c'est qu'on va avoir des cartes en main, on va drafter, si on veut, à chaque tour une carte pour effectuer une action et ensuite, on va passer notre main au prochain joueur, on va tourner comme ça les paquets autour de la table et on va jouer nos cartes pour placer nos petits cristaux dans 5 grandes zones du plateau. Chaque zone se décrit un peu comme un mini-jeu, c'est-à-dire que chaque zone va avoir des circonstances et des configurations différentes pour marquer des points. Ça peut être exponentiel ou ça peut être tout simplement additionnel. Vraiment un jeu intéressant. Comme je le disais précédemment dans une autre vidéo, le feeling du jeu à 2 joueurs et à 4 joueurs est vraiment différent. Je crois que je le préfère quand même à 4. J'hésite, mais je crois que je
je le préfère quand même à plusieurs joueurs. Mais pourquoi je le mets dans cette catégorie-là, c'est que même si le jeu n'a rien concrètement d'un roll and write ou d'un flip and write, le sentiment en cours de partie, c'est le même. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Ceux qui y ont joué comprendront peut-être, mais c'est exactement ça. Et ça fait un lien également avec le deuxième jeu dont je voulais vous parler, qui est Guild of Merchant Explorers, qui encore une fois n'est pas vraiment un roll and write. C'est un flip un flip et mets ton cube à quelque part sur la carte. On pourrait l'appeler comme ça. Alors, il n'y a pas de crayon. On va avoir des cartes actions qu'on va mélanger. On va les piocher et ça va nous dicter sur quel territoire d'une carte on peut placer des cubes et on peut prendre de l'expansion. Si on peut, par exemple, prendre de l'expansion sur deux territoires identiques, ou sur 3 territoires dans l'océan, par exemple, ou bref, ce genre d'action. Et ce qui est particulier, c'est qu'à certains moments durant la partie, on va pouvoir ajouter une nouvelle carte action à ce deck qui est remélangé, qui est rebrassé au début de chaque nouvelle manche. Et ces cartes-là, c'est nous qui va les choisir en fonction de ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous avantage le plus. Et toutes ces cartes qu'on va ajouter sont toutes extrêmement puissantes. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on veut prendre de l'expansion rapidement sur cette carte parce qu'à la fin d'une manche, on va retirer la grande majorité de nos cubes et recommencer à zéro, à l'exception des villes ou de certains territoires bien précis qu'on aura réussi à contrôler. À partir de ce moment-là, on pourra recommencer une nouvelle manche en se déployant à partir de ces points. Alors, c'est vraiment génial d'avoir cet aspect-là de déploiement, on enlève les cubes, redéploiement un peu plus grand, on enlève les cubes. On fait ça, je crois, 4 fois durant la partie. Je ne me souviens plus exactement. Bref, encore une fois, le même sentiment qu'un jeu de flip and write, mais au lieu d'avoir des crayons, c'est des cubes qu'on va placer, qu'on va déployer, ajouter à ça des objectifs, ajouter à ça un mode solo qui est génial, ajouter à ça, je crois, 6 cartes différentes qui vont ajouter des éléments supplémentaires. Bref, vraiment un petit bijou. Côté solo, maintenant, je m'adresse aux solistes parmi vous. J'ai eu l'occasion de m'adonner à la campagne de Aeon's End Legacy of Gravehold, qui est le dernier jeu dans la vague, dans le tsunami, le raz-de-marée des jeux de Aeon's End. Alors, on continue cette histoire narrative-là. Et on est dans un contexte de jeu Legacy. Par contre, pas de cartes à déchirer ici, bien qu'on aura des autocollants à ajouter, des éléments ici et là à altérer en termes d'écriture. Mais ce qui est génial, je vais commencer par ce qui est génial, parce qu'il y a quand même un gros bémol, je trouve, avec ce jeu. Ce qui est génial, c'est que, et ça en témoigne par le fait que j'ai fait, je crois, 6 ou 7 scénarios dans l'espace de quelques jours, 3 jours, je crois. Alors ça témoigne du fait que j'étais vraiment imprégné dans le jeu. Et ce qui est génial, c'est qu'on débloque une panoplie incroyable, incommensurable, incomparable de matériel. On ne peut même pas comparer ça aux boîtes de base de Aeon's End. On ne peut même pas comparer ça au matériel qu'on pouvait débloquer dans le premier jeu Aeon's End Legacy. Ici, et là, c'est peut-être un mini spoiler. Donc, si vous voulez absolument zéro surprise, mais là, je vais vous parler d'un nombre de cartes, OK? Le nombre de mages ou le nombre de némésis qu'on débloque. Donc, si vous ne voulez pas avoir cette information-là, mettez la vidéo sur muet pendant 15 secondes. Maintenant. OK. Alors, dans Aeon's End Legacy of Gravehold, on va débloquer 21 nouveaux mages et 11 nouveaux némésis. C'est
énorme. On va avoir du matériel pour rejouer pour des années et des années. Comme je le disais, ça ne se compare pas aux autres boîtes. Alors ça, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai dans ma ludothèque Aeon's End War Eternal. Probablement qu'après ma campagne de Legacy of Gravehold, je vais me débarrasser de War Eternal et je vais tout simplement garder tous les éléments que j'ai débloqués sur ma campagne Legacy, tellement il y en a. Alors, ça, c'est le gros point positif. Le point négatif, le bémol, selon moi, toutefois, c'est l'aspect narratif qui était nettement mieux dans le premier opus, selon mon goût. Ici, dans le deuxième, mais je dis ça, je mets des petits gants blancs parce que je n'ai pas encore finalisé la campagne, je n'ai pas encore terminé, donc peut-être que pour les derniers scénarios, il y a un virage qui vient me faire oublier tout le reste. Mais après 6 ou 7 scénarios, là, je ne me souviens plus exactement si j'en ai fait 6 ou 7, l'histoire est tellement redondante. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'évolution narrative claire. Il n'y a pas de nouvelles informations qui viennent s'ajouter au puzzle, aux questionnements qu'on peut avoir sur les événements qui se passent. J'essaie de donner des informations sans spoiler quoi que ce soit. C'est redondant, ça revient au même. Honnêtement, on pourrait ne pas lire certains bouts de texte. On n'aurait pas les descriptions qui, elles, sont quand même bien, qui nous aident à nous imprégner de l'univers. Mais côté narration, en termes d'histoire, d'arc narratif, c'est très, très pauvre, malheureusement. J'enchaîne avec une autre catégorie, la catégorie des jeux pour enfants, parce que depuis plusieurs mois, j'essaie d'être attentif aux besoins de mes enfants, de jouer à des jeux de société, parce que depuis qu'ils sont tout jeunes, depuis qu'ils sont nés, ils voient la ludothèque de papa grossir et grossir et grossir, et ils ont hâte de jouer aux jeux de papa. Et depuis qu'ils sont tout petits, je leur dis non, ça va être pour quand tu vas être grand. Et bon, donc j'ai décidé de m'abaisser un peu à leur niveau, de ne pas attendre qu'ils soient prêts à jouer à Trickerion, par exemple, avec moi, et de faire l'acquisition de plusieurs jeux qui sont à leur niveau, à leur pointure, depuis plusieurs mois, depuis quelques mois, je dirais. Alors, un grand coup de cœur pour eux et pour moi, qui est récent quand même, c'est le Grand Prix de Belcastel, qui est la version pour enfants des charlatans de Belcastel. Donc, plutôt que d'incarner des alchimistes ou des sorcières, je ne sais plus trop, qui font une potion, ici, on va incarner tout simplement des villageois qui veulent faire une course. Et on va tout simplement miser sur notre animal qui devra, je crois que c'est ça, environ la thématique, qui devra réaliser en premier un trajet et se rendre jusqu'à la ville, et on va pouvoir piocher de notre sac des jetons qui vont représenter des aliments qui vont faire avancer notre animal, plus ou moins selon certaines circonstances. Alors c'est très 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 bien adapté pour les enfants. Mon garçon de 5 ans, ma fille de 7 ans sont capables d'y jouer, sont capables d'être stratégiques, sont capables de gagner, oui je vous le dis, sans avoir la moindre chance. Alors si vous cherchez une adaptation pour enfants, on s'entend que les charlatans, c'est déjà familial, mais si vous voulez quelque chose pour débuter dans ce principe de baggy building, je crois que le Grand Prix de Belcastel peut répondre à ce besoin. Et je termine mon survol des expériences des derniers mois avec la catégorie prototype. Parce que vous le savez, notre contexte sur la chaîne, on reçoit beaucoup de jeux très, très, très souvent sans la moindre obligation de production de contenu. Et ici et là, on peut recevoir des prototypes dont on veut vous faire la présentation pour des campagnes Kickstarter, des campagnes GameFound, etc. Alors, dans les derniers mois, j'en ai reçu quand même plusieurs. Et je dois dire que Brett Valda a vraiment été quelque chose d'original dans le terme de jeu de contrôle de territoire et tout ça. Mais ce n'est pas le jeu principal dont je veux vous parler, bien que je voulais le mentionner. En fait, le jeu dont je veux vous parler n'est pas encore
disponible sur Kickstarter. Il le sera au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, et je vais vous produire une vidéo pour vous le présenter. C'est un jeu qui, à première vue, me semblait mignon, mais après 2 parties en date d'aujourd'hui, je dois dire que c'est surprenant. Ce n'est pas le jeu de l'année, ce n'est pas non plus le deuxième jeu de l'année, mais c'est surprenant. Il s'agit du jeu Survival of the Fattest. Et non pas de Fastest, mais de Fattest. Survival of the Fattest. La survie du plus gras, du plus grassouillet, du plus gros. Alors c'est un jeu où on incarne, côté thématique, des animaux qui doivent se préparer pour l'hiver qui approche. Et on aura donc différentes saisons pour aller chercher de la nourriture, faire des réserves pour passer à travers l'hiver et survivre peut-être jusqu'au prochain printemps. Alors, côté thématique, voici ce à quoi ça ressemble. Côté mécanisme de jeu maintenant, c'est là où le jeu prend son envol parce qu'on a des mécanismes de jeu qui collent tellement bien à cette thématique. On a du placement d'ouvriers et du deck building. Alors, pourquoi est-ce que ça colle bien? Bon, côté placement d'ouvriers, vous comprenez, on a notre animal. Je crois que le jeu vient avec 7 animaux différents qui sont en termes de taille, du plus petit au plus gros. Et ce qui est génial, c'est un petit aspect anodin, mais ce qui est quand même génial, c'est que le jeu vient avec une échelle de taille, de grosseur, et c'est l'un des éléments de bris d'égalité. Dans le cas d'égalité, si des joueurs arrivent à égalité pour la résolution de quoi que ce soit, c'est toujours l'animal le plus grassouillet, le plus gros qui va briser les égalités. Alors, côté placement d'ouvriers, on a notre animal qu'on va pouvoir déployer dans 6, je crois, différents lieux. Et dans chacun de ces lieux, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Côté deck building, on va commencer la partie avec une main de cartes de cueillette pour aller chercher de la nourriture. Ces 7 cartes-là sont identiques pour tous les joueurs, mais on aura également 3 cartes asymétriques uniques à notre personnage qui vont vraiment avoir un peu des twists qui sont thématiques en lien avec l'animal qu'on incarne. Et on aura aussi une carte de personnage sur laquelle on aura une habileté unique, encore une fois, thématique. Et l'aspect deck building, c'est qu'en cours de partie, on va pouvoir aller chercher des cartes supplémentaires qui seront principalement de la nourriture. Alors, cette nourriture-là, on va aller la chercher et notre deck va devenir de plus en plus épais. On peut utiliser cette nourriture-là pour faire des recettes. À ce moment-là, si on réussit des recettes qui vont se retrouver au marché, on va pouvoir prendre les cartes en question et les glisser sous notre plateau. Ça va nous donner souvent quelques points et un avantage immédiat ou passif, ou des circonstances pour faire des points en fin de partie. Mais une autre chose qui n'est pas à négliger, eh bien, c'est que même si ces recettes-là nous donnent des points, notre objectif, c'est aussi de survivre jusqu'à après l'hiver. Alors, on a notre cachette où on pourra, en cours de partie, balancer nos cartes nourriture. Ce sera difficile toutefois à réaliser. Donc, on va construire notre deck, on va essayer d'utiliser nos cartes nourriture le plus efficacement possible et à un certain moment, on devra le déconstruire pour essayer de mettre de côté rapidement la nourriture pour réaliser d'autres objectifs qui, eux, peuvent nous donner beaucoup plus de points. Et on devra manger aussi. On devrait s'assurer d'avoir assez de nourriture pour qu'en termes de la partie, on puisse survivre. Bref, comme je le disais, c'est un jeu qui ne va pas révolutionner l'univers du jeu de société, mais côté thématique et application des mécanismes de jeu, ça m'a vraiment surpris. C'est la raison pour laquelle je vous en parle maintenant. Je vais prendre quelques minutes à peine pour faire un petit retour rapide sur la vidéo que j'ai déposée il y a de cela environ 2 semaines sur ma décision personnelle de ne plus faire de critique de jeu. Et quand je dis de ne plus faire de critique, ce que je veux dire, c'est bien de créer une vidéo ciblée d'un jeu dans laquelle je fais la critique stricte de ce jeu-là.
Alors, je vais continuer de vous proposer du contenu comme je le fais là, c'est-à-dire de parler de façon informelle, un peu naturelle avec vous, de vous donner mon avis sur certains jeux auxquels j'ai joué au cours des derniers mois. Je vais continuer, je l'espère, parce que c'est un format que j'aime beaucoup, de vous proposer la série... c'est moi qui l'ai inventé, je me souviens plus du titre. Achète-le, essaie-le, ignore-le. Alors ça, c'est une série que j'aime beaucoup et je crois que vous êtes nombreux à apprécier aussi. Mais je vais faire un retour sur cette vidéo-là, surtout sur la partie commentaires. Alors, je veux vous remercier d'avoir été à l'écoute, d'avoir été compréhensif, d'avoir été encourageant également dans la section commentaires. Plusieurs disaient fais le contenu que tu aimes, fais ce que tu veux, c'est toi qui décides, oublie ce que les autres disent. Ça, je le comprends et je le comprenais déjà avant de faire la vidéo. Je veux dire, ça n'aurait rien changé de toute façon. Mais quand même, j'étais content de voir cette vague d'encouragement-là, si on veut. Et je veux préciser également que j'ai quand même pris la peine de supprimer quelques commentaires sous la vidéo. Ça m'arrive presque jamais de supprimer des commentaires, mais dans ce cas-ci, je l'ai fait parce que, comme je le disais dans la vidéo, l'objectif n'était vraiment pas, mais vraiment pas, de rentrer dans Steve, de vous encourager à le pointer du doigt, à le rabaisser, quoi que ce soit. Aucunement. Comme je l'avais dit, j'avais communiqué avec Steve d'avant-plan pour faire un petit topo de ce que j'allais dire. Il m'a même taquiné en me disant que je pouvais être plus taquin encore. Alors, c'est peut-être pourquoi je m'en suis permis un peu plus. Mais des commentaires haineux ou irrespectueux ou rabaissant, ce n'est vraiment pas ce que je voulais voir dans la section commentaires, alors je ne me suis pas gêné pour supprimer ceux-ci sans préavis. Mais quand je dis ça, il ne faut pas croire que c'est 50 commentaires que j'ai supprimés. Alors, en fait, j'en ai supprimé 4 sur un total de 235 commentaires. Alors, vous comprenez que l'écrasante majorité ont été respectueux, ont été compréhensifs, ont même engagé un dialogue. Steve s'est plu à répondre à certains commentaires et j'ai pu lire des échanges enrichissants et respectueux. Alors, bien que la liberté d'expression existe toujours et qu'elle est extrêmement importante, eh bien, je m'en fous un peu parce que c'est ma vidéo, c'est moi qui décide ce que j'accepte sous celle-ci. Lorsque c'est des commentaires qui me visent personnellement, je me fais un plaisir d'y répondre, je n'en supprime jamais, mais lorsque ça vise quelqu'un d'autre et que la personne passe complètement à côté de l'objectif de la vidéo, eh bien, dans ce cas-ci, je ne me gêne pas parce que ça ne passe pas tout simplement. Je termine ce Quoi Neuf en vous parlant d'une petite pépite sur laquelle je suis tombé récemment. Un jeu dont j'ai vu plusieurs publications circuler sur les réseaux sociaux et après en avoir vu circuler près d'une dizaine, je me suis dit « Ok, je dois essayer ce jeu-là, je dois me faire ma propre idée là-dessus. » Il s'agit du jeu Sea, Salt and Paper de Bruno Catala et Théo Rivière, jeu qui n'est pas encore disponible version physique. Alors, le jeu est disponible sur Board Game Arena. Et d'ailleurs, mes dernières parties de Board Game Arena remontaient à il y a près de 6 ou 7 ans. Alors, c'est Sea, Salt and Paper qui m'a fait replonger sur Board Game Arena parce que je voulais voir ce que le jeu propose. Et je dois dire que c'est un jeu vraiment addictif. C'est surprenant à quel point le jeu est simple, mais qu'il propose des trucs intéressants à chaque partie. Honnêtement, je veux dire, je crois avoir fait environ 15 parties la première journée où je suis tombé sur le jeu. Alors, si ça vous intéresse de le découvrir, vous irez jeter un coup d'œil sur le site Board Game Arena. C'est gratuit, bien évidemment. Vous avez seulement besoin d'un compte. Donc, c'est un genre de jeu pour 2 à 4 joueurs de draft, si on veut. À son tour, on peut drafter des cartes.
soit à partir des deux défausses, donc les cartes vont être face visible sur ces défausses-là, on peut récupérer l'une de ces cartes-là, si des cartes s'y trouvent, ou alors on peut piocher deux cartes de la pioche, les consulter, en conserver une, et l'autre, on la défausse sur le dessus de l'une des défausses. Bon, il y a certaines circonstances ou particularités, mais bon, je vous épargne les détails. Et à notre tour, ce qu'on peut faire donc, c'est qu'on peut construire notre main en draftant des cartes. On peut également décider de mettre en jeu des cartes duo, c'est-à-dire qu'il y a une panoplie de cartes différentes qu'on peut retrouver. Il y a des cartes qui vont nous donner des objectifs pour la fin de la partie, par exemple, 1 point par carte bateau. On a des collections de cartes aussi. Plus on a de cartes de pieuvre, plus on va marquer des points. On peut avoir des cartes qui vont nous donner 2 points par manchot, etc. Mais on va également avoir des cartes actions, si on veut. Alors, des cartes crabe, des cartes poisson, des cartes crabe, poisson, bateau, et des cartes requins et nageurs. Donc, lorsqu'on a deux de ces cartes ensemble, à ce moment-là, on peut jouer ces cartes-là. Elles vont valoir 1 point chaque en fin de partie, mais elles vont également déclencher un effet. Ça peut être de rejouer un tour, ça peut être de prendre la carte sur le dessus de la pioche et de l'ajouter à nos mains, ça peut être de consulter des défausses pour aller chercher une carte, ou ça peut être de voler à l'aveugle une carte de la main de notre adversaire. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que pendant le jeu, on va jouer jusqu'à ce que les joueurs atteignent un nombre de points précis, mais ce sont les joueurs qui vont décider à quel moment la manche prend fin. Non pas quand le deck est vide ou quand 8 cartes ont été piochées. Non, ce sont vraiment les joueurs qui vont décider, OK, la manche se termine à ce moment-ci. On peut décider à notre tour de dire stop et la manche se termine immédiatement. C'est-à-dire que les joueurs vont comptabiliser combien de points ils ont totalisé dans la manche et on va additionner tout ça. Ou alors, une autre façon de mettre un terme à la manche serait d'y aller de façon un peu plus audacieuse. On peut accorder un tour supplémentaire à tous nos adversaires et on prend le pari qu'on marquera plus de points qu'eux. On dévoile le nombre de points qu'on fait durant la manche et on leur donne un tour supplémentaire pour essayer de nous dépasser. Et à ce moment-là, si on réussit notre pari, on va marquer nos points, comme d'habitude, mais les autres joueurs, quant à eux, vont seulement marquer une infime partie des points qu'ils ont réussi à cumuler en fonction des différentes cartes de couleurs qu'ils ont amassées jusqu'à présent. Bref, c'est un topo très rapide. Peut-être que ça ne fait pas de sens, mais si vous voulez faire votre propre avis, allez sur Board Game Arena, allez essayer ça. Moi, c'est certain que demain, je refais encore une quinzaine de parties. Juste avant de mettre un terme à cette vidéo, je veux remercier personnellement chaque personne qui nous encourage de façon financière sur notre plateforme Patreon. Peut-être que pour vous, ça ne paraît pas vraiment sur votre portefeuille de donner quelques sous par mois, un petit montant par mois, mais pour nous, ça fait une grosse différence, peu importe le montant que vous concédez à nous donner. Pour nous, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la motivation, ça nous donne de la bonne humeur pour continuer, ça nous donne aussi, ne nous le cachons pas, des moyens financiers pour continuer de vous produire du contenu qui est basé sur vos intérêts. Alors, je veux dire un grand merci à Martin Saint-Pierre, à David Favre, à Miguel Piette, à Marie Jolivet, à Jessica Hébert-Mathieu, à Jonathan Le Carpentier que j'ai écrasé à Sea Salt and Paper. Hein, Jonathan, il va falloir que tu aies ta revanche. Un grand merci à Brice Romian, à Marc Boudreau, à Dominique Jourdouin, Mathieu Marcarian, Jérémy-Charles Dufour, David Castonguay, Marc Thibout, François Fern Tétrault, Serge Darvaux, Lionel Fourré, Cyril Souchou. Un grand merci à Steve Rassa, Olivier Dubé. Ouf, la liste est longue. On en a plein de personnes qui nous encouragent. Que voulez-vous? Un grand merci à Mylène Lesage, Claudia Gomez, Madame Paul, Madame Lydia Beauchemin, Jean-François Cusson et bien évidemment Jean-Thomas de l'équipe de Jack Bro. Un grand merci à tous pour le petit geste que vous faites qui fait une grande différence pour nous.
Et voilà ce qui met un terme à ce Quoi de neuf. Bon, je sais, c'est plutôt long, mais que voulez-vous? Ça faisait longtemps que vous et moi, on ne s'était pas parlé comme ça dans le blanc des yeux. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez trouver une tonne de façons de nous laisser savoir. Vous pouvez laisser un petit commentaire, quelques mots ou beaucoup de mots comme M. Miguel Piette. Vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse d'être notifié à chaque fois qu'on rend public une nouvelle vidéo. Et si vous voulez nous encourager financièrement, comme tous ceux que je viens d'énumérer, vous pouvez le faire en suivant le lien qui apparaît présentement à l'écran. Peu importe la façon que vous décidez d'emprunter pour nous encourager, je vous en remercie infiniment et je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. Un grand merci à toi, JP. JP, c'est moi, ça. Qu'est-ce que je dis là? Je suis tombé mêlé. Je réussirai jamais à faire cette vidéo-là.